Dans cette nouvelle vidéo réalisée le 11 juin 2023, je vous propose de revenir sur ce thème très important du crédit social. C'est un thème effectivement qui est fondamental et j'avais posté une vidéo qui s'intitulait «Les pièces du puzzle du crédit social à la française se mettent en place» il y a quelques temps maintenant. Et il y avait plusieurs questions qui avaient été formulées, qui avaient été postées dans l'espace commentaire et je me proposais d'y répondre. J'attendais en fait tout simplement que les planètes soient alignées. Donc nous allons avoir la Lune qui va transiter dans le signe du Bélier. Donc vous allez voir, ça a une cohérence aussi par rapport aux projections futuristes. Et donc cette vidéo avait été postée sans mon commentaire puisque j'estimais qu'elle se suffisait à elle-même pour faire passer l'information et puis pour valider les assertions qui avaient déjà été formulées dans une vidéo postée le 21 novembre 2020 dont vous voyez également la capture écran. Vous allez voir que dans cette vidéo, que cette métaphore du puzzle que j'ai utilisée est tout à fait indiquée puisque ce projet s'est construit sur plusieurs décennies en ordre dispersé. Et vous allez voir que sous l'égide de Pluton, qui va transiter le Verseau, signe de la synthèse, durant les 20 prochaines années, même si en ce moment, donc il y a ce moment de rétrogradation et qu'on va voir Pluton dans le signe du Capricorne, mais de manière générale, on va avoir Pluton qui va transiter dans les 20 prochaines années dans le signe du Verseau. Donc vous allez voir qu'il y aura cette opération de fusion qui va rassembler les pièces du puzzle, donc il va fusionner, synthétiser l'ensemble pour donner une cohérence et un caractère complètement opérationnel à ce crédit social avec cet outil, avec ce fer de lance qui n'est autre que le pass vaccinal et l'autre volet c'est bien sûr le pass carbone. Comme vous pouvez constater, ce processus est bien enclenché puisque, entre-temps, vous avez eu dans les derniers faits d'actualité l'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne qui ont conclu le 5 juin dernier un partenariat pour réactiver les passes sanitaires et vaccinaux qui ont été expérimentés en 2021 pendant la période Covid-19 en France et au sein de l'Union européenne. Pourtant, l'apport de ce dispositif QR code Covid avait été en apparence fermé en France le 1er août 2022, avec 6 mois d'avance sur le timing planétaire, puisque, selon ma grille de lecture, le cycle Saturne-Uranus négatif n'était pas fini. Donc c'était le symbole de l'état d'urgence, vous le savez, puisqu'on l'a suffisamment répété. Il était en train d'ailleurs même de se reformer et de produire un nouveau carré quasi parfait, avec Saturne à 18 degrés 55 rétrograde du Verseau et Uranus 18 degrés rétrograde du Taureau le 3 octobre 2022. C'est pour ça d'ailleurs que sur le blog, en prévision de cette conjecture qui a rythmé la plupart des prises de décision autoritaires et des différentes mesures liberticides, j'ai pensé qu'à l'automne 2022, nous aurions le retour du pass et des masques, histoire de bien enfoncer le clou pour ensuite retirer le dispositif dans le cadre de la fameuse stratégie du stop and go à l'approche du nouveau cycle de Saturne cette fois-ci, Saturne-Neptune en Poisson qui sévit dans notre ciel depuis le 7 mars 2023. Mais avec le recul des événements et surtout au regard de la toile de fond céleste, effectivement, nous avions Jupiter qui était en bélier, qui était passé en bélier entre-temps, et on retrouvait en fait une harmonie entre Jupiter en bélier et Saturne dans le signe du Verseau, donc ils sont deux planètes de justice et de droit, puisque Saturne symbolise l'État, symbolise la loi, et Jupiter symbolise la justice, et donc le fait d'avoir eu donc ces planètes qui sont en harmonie, donc on a rétabli un certain équilibre pour rendre momentanément notre vie normale et nous redonner un semblant de liberté. Mais ce dispositif, vous pouvez le constater aujourd'hui, revient comme pressenti par la fenêtre de l'annonce officielle de la certification et l'identité numérique à l'échelon mondial avec un pass vaccinal mondial pour, nous dit-on, renforcer la sécurité sanitaire mondiale, encadrer les déplacements internationaux et les voyages et faire de ce pass sanitaire, selon les déclarations du directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, un bien public mondial. Cette rhétorique du bien public mondial, bien public universel, on l'avait déjà entendu au plus fort de la crise Covid avec Emmanuel Macron quand il parlait des vaccins. Et ce terme d'universalité fait bien écho avec le champ lexical du Verseau. Vous avez bien deviné qu'il s'agit pour le moment d'une première mouture du réseau mondial de certification numérique qui se déploiera dans le futur avec un éventail beaucoup plus large de produits numériques sanitaires. Et pour prévenir les fraudes, l'OMS va établir un certain nombre de normes et une signature numérique infalsifiable. Et dans ce qui n'est pas encore annoncé officiellement, mais qui se voit désormais comme le nez au milieu de la figure et gros comme une maison, c'est désormais dans le temps ce pass sanitaire et vaccinal qui deviendra aussi en même temps un pass carbone. Donc quand on parle de simultanéité, on retrouve bien effectivement le Verseau, donc pour mesurer vos émissions de CO2 dans chaque acte de votre vie quotidienne, mais également pour vos déplacements.
Vous le savez, Emmanuel Macron a annoncé le 24 novembre 2022 la création du CO2 score. Le concept a été confirmé depuis par le locataire de l'Elysée le 11 mai dernier par la création d'un carbone score pour le textile, avec un élargissement du dispositif au secteur de l'alimentation en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine. Là, je vous propose de faire une petite pause, de prendre notre machine à voyager dans le temps, de remonter dans le temps 14 ans en arrière, et on se retrouve à la fin du mois de janvier où il y avait un rapport qui avait été rendu public, un rapport établi par le cabinet de conseil McKinsey, McKinsey Co. Et oui, ce même McKinsey qui a fait couler tant d'encre, donc qui a conseillé le gouvernement Macron durant la crise Covid, et donc qui a dressé une liste de 200 mesures à prendre d'ici 2030 pour parvenir à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Donc vous voyez bien qu'on retrouve encore une fois ces deux faces d'une même pièce avec McKinsey qui a piloté donc la gestion de la crise Covid, la crise politico-sanitaire Covid, donc c'est-à-dire le côté blanc, la blouse blanche, et là vous aviez dans le passé McKinsey qui était intervenu pour donner des préconisations concernant le climat. Et donc là on retrouve bien la deuxième face de la même pièce, c'est-à-dire le vert. Dans leur rapport, ils avaient indiqué que le coût annuel de ces politiques était estimé entre 200 et 350 milliards d'euros par an, soit 0,4% du PIB. Ces préconisations faisaient suite au traité ratifié lors du sommet pour le climat de Copenhague de 2009 qui s'inscrivait dans le prolongement des accords de Kyoto et de toutes ces fameuses conférences pour le climat qui existent depuis maintenant 1972 avec la conférence de Stockholm dont on a parlé dans une précédente vidéo. Dans le catalogue des 200 mesures pour limiter les émissions de CO2 donc qui sont préconisées par McKinsey, vous avez dans la partie consacrée au comportement individuel la limitation des voyages d'affaires, délaisser la voiture au profit du train, utiliser moins souvent le chauffage et la climatisation et manger moins de viande. Donc là, vous voyez bien que depuis la guerre en Ukraine, on nous parle de cette crise énergétique, de faire attention à l'électricité, de limiter notre consommation. On vous parle également de manger moins de viande. Vous avez eu tout récemment, en synchronicité d'ailleurs avec le transit de Jupiter dans le signe du Taureau qui rejoint Uranus, la Cour des comptes, carrément, vous voyez, qui s'immisce dans notre vie privée pour nous donner ces injonctions de manger moins de viande, donc limité à 500 grammes par personne et par semaine. Et vous avez tout récemment un décret qui vient d'entrer en vigueur le 23 mai 2023 pour interdire les déplacements en avion pour les trajets de moins de 2h30 pour encourager l'utilisation de transports moins émetteurs de CO2. Vous avez également en parallèle les projets de ville à 15 minutes tout à portée de main pour fréquenter des magasins les plus proches de chez vous, en tout cas donner la priorité à des magasins qui seraient les plus proches de chez vous. Donc c'est une forme de confinement climatique qui se dessine et qui ne dit pas son nom. Le rapport McKinsey de l'époque reconnaissait que modifier les habitudes sera difficile, pourtant, ils indiquaient qu'un changement immédiat des pratiques de consommation et des comportements pourrait permettre d'éviter l'émission de 3,5 à 5 gigatonnes de CO2 par an en 2030. Concernant maintenant la question du CO2, on a une documentation multiplement sourcée qui montre bien que ce CO2 n'est pas le principal responsable du réchauffement climatique. D'ailleurs, vous avez de nombreux scientifiques qui ont montré que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est la conséquence du réchauffement et non la cause. Le CO2, c'est un gaz qui est essentiel à la vie, c'est la nourriture des plantes. Vous avez les végétaux qui produisent leur matière organique grâce au CO2 de l'atmosphère, mélangé avec l'eau et l'énergie lumineuse, c'est-à-dire le soleil, et c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, une notion qu'on a tous appris, en tout cas pour les plus anciens. À l'époque, on était en CM2 ou au collège. Et concernant les principales causes du réchauffement climatique, je la résumerai avec la citation de Franco Prodi, qui est un physicien italien. Je vous ai souvent mis cette capture écran dans les différentes vidéos que j'ai produites quand on parlait d'écologie et du climat, mais je sais que parfois on n'a pas toujours le temps de lire les différentes citations. Alors là, je vais vous la lire. Donc, attribuer le réchauffement climatique aux émissions du seul CO2 est scientifiquement au moins imprudent. Le climat ne peut pas ne pas changer car il est déterminé par une étoile, le Soleil, une lampe non constante avec sa variabilité, et d'une planète, la Terre, qui a une distance qui varie et est entourée d'une enveloppe très compliquée. C'est vrai que c'est extrêmement vicieux et en même temps bien joué de la part des réchauffistes d'avoir attribué à ce seul CO2 la responsabilité du réchauffement climatique, alors que le CO2 en fait est très peu présent finalement dans l'atmosphère, à concurrence de 0,04%. C'est une notion vertueuse
vient d'expliquer donc ce cercle vertueux du CO2, donc qui est vital, qui est essentiel à la vie, à la croissance des plantes, qui produit aussi de l'oxygène. Vous avez ces plantes qui produisent de l'oxygène, vous avez cet oxygène que nous inspirons et nous rejetons du CO2. Et donc vous avez ce cercle puisque ensuite les plantes donc se nourrissent de ce fameux CO2. Et donc eux ont perverti toutes ces notions en créant de la confusion dans les esprits pour assimiler le CO2 à de nombreux polluants. Notamment, vous avez des fameux gaz qui sont extrêmement toxiques, comme le monoxyde de carbone, donc qui commence par CO, et vous avez également le NO2, c'est-à-dire le monoxyde d'azote. Alors forcément, pour le néophyte, c'est toujours difficile de faire la différence, et pourtant le monoxyde d'azote n'a rien à voir avec le CO2, et par contre, on en retrouve beaucoup, par exemple, dans certains endroits extrêmement pollués, notamment en Chine. Vous avez une capture écran du côté du Wuhan, tiens, par exemple, où vous avez ce gaz extrêmement toxique et très corrosif qui est très présent dans l'atmosphère et qui entraîne une inflammation très importante des voies respiratoires et qui irrite la peau et les yeux. Pour ajouter de la confusion à la confusion dans l'esprit de l'opinion publique, vous avez ces adeptes de la religion du climat, ces prêcheurs de la religion du climat et de l'écologie qui ont gardé en tête le CO2 qui est devenu une espèce de fourre-tout qu'ils ont appelé l'empreinte carbone qui comprend 7 gaz à effet de serre, notamment bien sûr le CO2 en tête avec le méthane et d'autres gaz. Poursuivons un peu plus loin l'analyse de cette pièce du puzzle qu'est l'empreinte carbone qui a été inventée par deux écologistes canadiens et suisses en 1992. Cette empreinte carbone permettait selon eux de mesurer l'impact d'un agent économique sur l'écologie de la planète. En 1992, c'était une année charnière puisque le 7 février 1992, vous avez la construction européenne qui a fait un bond en avant avec la ratification du traité de Maastricht sous l'égide de Saturne en Verseau, avec d'ailleurs même un soleil sous le signe du Verseau. Nous avions également la même année, c'est très important, 1992, l'année de la conférence de Rio sur le climat, les 3 et 4 juin 1992, toujours bien sûr sous l'égide de Saturne en Verseau. Et vous avez eu également le 1er juillet, dans la foulée, 1er juillet 1992, l'instauration du permis à points sous l'égide toujours de Saturne en Verseau, avec un soleil cette fois-ci dans le signe du Cancer. Nous en avons parlé d'ailleurs dans notre capsule de novembre 2020. Donc il s'agissait d'une première mouture ou d'un embryon de crédit social, puisqu'il s'agit d'un permis à points avec ce système de bonus-malus. Puis quelques années plus tard, en 2004, c'est la compagnie pétrolière British Petroleum qui a commencé à promouvoir ce concept, qui s'est approprié le concept d'empreinte carbone et qui en a même fait une propagande intense. Ici, vous pouvez vous demander pourquoi donc l'industrie du pétrole, ciblée en première ligne par les mouvements écologistes comme responsable, comme les premiers responsables de la destruction de l'environnement, ferait la promotion d'un tel concept qui les incrimine directement. D'autant plus que vous avez eu cette industrie du pétrole qui a lancé à cette époque une campagne de publicité tapageuse pour promouvoir dans la société les premiers calculateurs d'empreinte carbone afin de permettre aux particuliers de mesurer l'effet de leur action quotidienne sur l'environnement. La réponse est la suivante, c'est que British Petroleum n'a pas adopté le concept de l'empreinte carbone comme ça par hasard, mais bien entendu intentionnellement pour désigner les individus plutôt que les grands trusts et les grandes corporations du pétrole comme responsables du changement climatique. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est une certaine Suzanne Hassol, directrice du groupe de sensibilisation scientifique à but non lucratif Climate Communication, dans un entretien avec Emma Paty du magazine Yes, qui vous confirme que cette translation s'est faite intentionnellement. Elle indique par ailleurs que l'adoption universelle du terme empreinte carbone n'a pas seulement changé notre façon de parler du changement climatique, ça a aussi changé la façon dont nous y pensons. Le changement climatique est devenu un problème individuel causé par notre appétit insatiable de consommation, et donc une guerre devait être menée jusque dans nos assiettes et nos réservoirs. Donc c'était un véritable parcours du combattant qui se dessinait entre les consommateurs et les écologistes. Elle ajoute par ailleurs, et c'est très important, qu'il y a eu un transfert de culpabilité, c'est-à-dire que vous avez British Petroleum qui n'est pas devenue la seule compagnie à avoir opéré ce transfert de culpabilité, quasiment tous les géants du pétrole s'y sont mis aussi. Alors tout ce que je viens de vous dire, ça a été confirmé assez récemment, à partir de fin octobre 2021, vous avez une certaine Naomi Oreskes, qui est historienne des sciences à l'université de Harvard, et son confrère Geoffrey Supran, qui ont analysé 180 documents d'ExxonMobil qui discutaient du changement climatique entre 1977 et 2014.
Alors cet ensemble comprend toutes les communications internes et des publications conçues sous forme de publi-reportages qui étaient destinés à s'insérer directement dans les organes de presse les plus influents de la planète, comme le New York Times, pour commencer bien sûr à travailler l'opinion publique. C'est comme ça que le DJ a commencé à vous jouer cette douce musique durant toutes ces années pour préparer l'opinion. Donc vous voyez que ça s'étale dans le temps, en plus bien sûr des interventions tapageuses et mensongères d'Al Gore qui ont commencé à cette époque-là, et toutes les conférences pour le climat, donc qui se sont répétées chaque année, qui réunissaient à chaque fois les plus grands dirigeants de la planète, depuis 1995 notamment concernant les fameuses COP, donc qui ont fini par déboucher sur les fameux accords de Paris, à partir du 4 novembre 2016. Parallèlement au caractère environnemental et climatique qui se déployait, c'est-à-dire la phase pile, c'est-à-dire le côté vert, vous avez bien sûr la phase blanche, beaucoup plus sanitaire également, qui était déjà en mouvement, sachant que ces deux secteurs, environnement et santé, sont liés à l'image de l'alimentation qui provient de la nature, qui provient de l'agriculture, et selon la qualité de ce que l'on a semé, ce que l'on a récolté, ce que l'on a dans nos assiettes, et selon bien sûr la quantité, nous sommes en plus ou moins bonne santé. Le premier personnage qui a clairement fait allusion à ce projet de passeport médical sans aucune ambiguïté, en vous disant d'ailleurs de vous débarrasser du médecin, c'est Monsieur Jacques Attali dès 1979. Je vous avais d'ailleurs diffusé l'extrait de la vidéo d'archives dans une de nos capsules, mais malheureusement, elle a été censurée. On monte un peu plus loin dans le temps, on s'aperçoit que le carnet de santé a été créé en 1938 par Louise Hervieux et a été mis en place par un arrêté ministériel du 1er juin 1939, donc c'était en plein début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on avait un Soleil-Mercure en Gémeaux, Pluton était à 29 degrés 44 du signe du Cancer et s'apprêtait à transiter le signe du Lion. Neptune était bien sûr dans le signe de la Vierge à 20 degrés 33 et Uranus était en Taureau à 19 degrés 09 du Taureau, exactement dans la même position, quasiment au degré près qu'à notre époque en 2023. D'ailleurs, vous pouvez noter la similitude entre le Gémeaux, donc vous voyez 1er juin 1939, et donc ce fameux passeport vaccinal mondial qu'on nous annonce donc officiellement le 5 juin, donc sous un soleil en Gémeaux, avec Pluton qui s'apprêtait à revenir dans le signe du Capricorne à 29 degrés et des poussières. Donc là on retrouve bien l'opposition avec le Cancer. Donc là on avait à l'époque Pluton à 29 degrés 44 du signe du Cancer et Neptune était dans le signe opposé au Poisson, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. Surtout très important à retenir, Jupiter et Saturne transitaient le signe du Bélier à 3 degrés 34 et 27 degrés 02 du Bélier, sachant qu'on va avoir dans le futur proche Saturne qui va transiter dans le signe du Bélier, accompagné d'ailleurs de Neptune. On continue avec notre machine à voyager dans le temps et cette fois-ci on se projette en 2019 où on retrouve une trace très claire du projet du pass du côté de l'Union européenne. Donc ça date de 2019, c'est-à-dire un an avant l'opération Covid, et ça coïncide avec le retour d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc vous savez qu'Uranus a amorcé son transit à la mi-mai 2018. Ensuite, on a eu un mouvement de rétrogradation à la fin de l'année, mais on a eu le retour d'Uranus dans le signe du Taureau à partir du 5 mars 2019. Donc là, vous avez la capture écran du projet de l'Union européenne. Et la même année, à la fin de l'année 2018 pour l'année 2019, sortait la feuille de chou The Economist qui prophétisait le pass en même temps que le Covid avec le pangolin et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pour en revenir à un fait beaucoup moins énigmatique et cryptique, vous avez le carnet de vaccination sous-cutané qui a été testé également au Kenya et au Malawi. En 2019, vous avez la capture écran. Et en 2021, nous avons bien eu l'application, en tout cas la première mouture du projet, avec l'introduction d'un pass sanitaire et vaccinal pour avoir le droit d'entrer dans les grands centres commerciaux, les hôpitaux, les restaurants, les lieux de divertissement, les salles de spectacle, transports publics de longue distance, avions, pour inciter à la vaccination, donc qui a été bon gré mal gré, sous la contrainte acceptée par 2 tiers, 3 quarts de la population, donc là c'est toujours difficile d'évaluer. Donc là je ne peux pas vous parler en détail de la solution contenue dans les sérums, mais vous savez donc qu'il y a des substances qui permettent le traçage. Quelques mois plus tard, le 21 décembre 2021, vous avez une start-up qui a testé l'implant du pass sanitaire sous la peau via une micropuce. Et vous avez eu des employés de cette société high-tech en Suède qui se sont portés volontaires pour se faire implanter une puce sous la peau pour stocker les données de leur passe sanitaire.
Pour comprendre pourquoi la Suède est à l'avant-garde de ce type de projet dystopique, il est très intéressant de se pencher sur le thème astral de la Suède qu'on retrouve dans la banque de données AstroThème. Donc c'est un thème du 6 juin 1523 à 11h30, calendrier julien, à Stockholm. C'est donc un thème Gémeaux avec un ascendant Vierge, une lune en Poisson, un milieu du ciel dans le signe du Gémeaux. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes dans les cycles planétaires donc, qui marquent le thème fondateur de la Suède avec ce qu'on retrouve dans notre ciel de 2023. On retrouve notamment Pluton, alors sachant que Pluton finit son cycle, néanmoins nous avons Pluton qui entame son mouvement de rétrogradation, sachant que durant la crise Covid, au plus fort de la crise Covid en 2020, on avait bien Pluton qui était de plein pied dans le signe du Capricorne aux côtés de Jupiter, Saturne, et également même Mars au moment du confinement. On retrouve également l'axe Vierge-Poisson qui est valorisé avec Mars dans le signe de la Vierge, le signe du service à la santé. Et on retrouve donc ce quatuor planétaire avec même le nœud nord de la Lune, Jupiter, Neptune, Saturne et Lune dans le signe du Poisson, donc qui est lié à la médecine, sachant qu'on retrouve ce cycle de Saturne-Neptune qui sévit dans notre ciel de 2023. Et le plus important à noter, c'est qu'on retrouvait dans le thème fondateur de la Suède Uranus qui était au tout début du signe du Gémeaux à 0°46. Or, nous allons avoir prochainement, le 7 juillet 2025, les débuts du transit d'Uranus dans le signe du Gémeaux, et on voit que ça fait écho avec le communiqué de presse de l'OMS et l'Union européenne, donc, qui ont annoncé l'instauration d'un pass vaccinal mondial à vie dans l'optique des futures pandémies, et notamment pour voyager, le 5 juin 2023, c'est-à-dire sous un soleil dans le signe du Gémeaux. Alors ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc qui a eu lieu le 4 juin 2023 à 5h43 heure de Paris. Le Gémeaux, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, qui est étroitement associé au mouvement, au transport et au déplacement. Et le Sagittaire, le signe complémentaire, c'est un signe qui est gouverné par Jupiter, qui est étroitement associé aux organisations internationales comme l'Union européenne ou l'OMS, et également au voyage à l'étranger, puisque le Sagittaire et Jupiter sont associés à l'expansion. On retrouvait Mercure, le maître du Gémeaux, et Jupiter, le maître du Sagittaire, qui se trouvaient ensemble aux côtés d'Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, on l'a suffisamment rappelé, fait référence à cette époque de la Grande Europe, de l'Allemagne nazie, où vous aviez ces Ausweis, laissez-passer, qui étaient demandés par les autorités pour circuler. On va continuer à analyser les pièces du puzzle du crédit social, on va remonter aux origines. Donc le fameux crédit social, hein, vous le connaissez bien maintenant puisqu'il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits à ce sujet. Donc c'est un système de notation des entreprises et citoyens chinois ou résidents étrangers, donc qui a été mis en place à titre expérimental par le gouvernement de la République populaire de Chine communiste dans certaines provinces, d'ailleurs juste après l'arrivée de Xi Jinping comme président de l'Empire du Milieu, c'était le 14 mars 2013. On avait à l'époque Soleil, Mercure, Vénus en Poisson, Neptune qui venait tout juste de transiter le signe du Poisson, Pluton qui était au milieu du guet du signe du Capricorne, qui était à 11°22 du signe du Capricorne, Saturne et Neptune, qui est le cycle du communisme, qui se mettait en mouvement, avec Saturne qui était dans le signe du Scorpion, et Neptune qui était bien sûr au tout début du signe du Poisson. Et nous avions également ce cycle de Jupiter-Neptune par le carré, avec Jupiter en Gémeaux, qui n'est autre que le signe de Xi Jinping. Nous avions également la Lune Mars-Uranus en Bélier qui donnait cette tonalité beaucoup plus conquérante à Xi Jinping par rapport à son prédécesseur. Gardez surtout bien en mémoire ce cycle de Saturne-Neptune, puisque vous allez voir que c'est le fil rouge que l'on retrouve à chaque fois au moment où il y a eu des étapes importantes de la création de ce crédit social, et même si on remonte aux origines, on retrouve, contrairement aux idées reçues, en fait un crédit social qui est originaire des États-Unis, qui a été théorisé aux États-Unis à partir de 1917 par un certain Clifford Duke Douglas. Clifford Duke Douglas était un brillant ingénieur, électricien, mécanicien et expert comptable écossais. À l'origine, le concept proposé par Clifford Duke Douglas était véritablement ingénieux et dans une certaine mesure plutôt vertueux puisqu'il permettait de corriger les dérives et les excès du capitalisme tout en préservant la liberté individuelle à laquelle l'instigateur, en l'occurrence Clifford Duke Douglas, était foncièrement attaché. Ce qui n'est bien entendu pas le cas du système actuel qui a été mis en place, qui est expérimenté et qui risque d'être élargi bien sûr en République populaire de Chine communiste, qui est présenté pour inciter au comportement vertueux, alors qu'en réalité c'est un système qui est véritablement pernicieux. Le fameux Clifford Douglas dont on n'entend jamais parler, c'était pas n'importe qui, pourtant quand on regarde son CV, on voit que c'était quelqu'un à qui l'on a confié de nombreux projets très importants pour l'époque, au Royaume-Uni, en Inde, en Amérique du Sud, notamment dans le domaine ferroviaire.
C'est quelqu'un qui n'avait pas le titre d'économiste en revanche, et lui-même d'ailleurs considérait que c'était une injure de porter ce titre d'économiste vu les concepts douteux qui sont enseignés selon lui dans les facultés où on décerne des diplômes. Tant Clifford Douglas était considéré en son temps comme une véritable pointure, c'était un véritable génie dans son domaine, avec une faculté à déceler les vices cachés du système capitaliste et d'y apporter des solutions, donc pour remédier aux différentes imperfections du système. Alors il a commencé à concevoir et structurer les lignes maîtresses du crédit social donc en 1917, mais il n'a livré à la publication pour la première fois donc les premières moutures qu'en décembre 1918 dans différents journaux, notamment The English Review et d'autres supports. Donc en 1917, nous avions des événements importants sur le plan mondial, nous avions la révolution bolchevique, nous avions également cette fameuse pandémie dite de grippe espagnole. Or, dans le ciel de cette époque sévissait le cycle de Saturne-Neptune dans le signe du Lion. Si on jette un coup d'œil rapide au thème astral de Clifford Douglas, donc on s'aperçoit que c'est un natif du Capricorne, de la fin du signe du Capricorne, avec un soleil qui tombe pile où Pluton est en train de rétrograder dans notre ciel de cette fin de printemps 2023. Donc c'est intéressant de noter qu'on reparle de lui au moment où Pluton, planète de la régénération dans notre ciel de 2023, vient régénérer finalement son soleil, donc à distance avec cette distance temporelle. Et donc on retrouve bien Pluton en opposition avec le signe du Cancer, qui est le signe de la mémoire passée. On s'aperçoit que Jupiter, symbole du projet, était en Verseau, donc c'est le signe de l'ingénierie, ça tombe bien puisque c'est quelqu'un qui était ingénieur, donc c'est le signe du modernisme et du progrès social. Donc là on trouve bien le mot social. Alors si on prend maintenant le thème de Klaus Schwab dont on a déjà parlé dans le passé, donc Klaus Schwab, vous savez, c'est la figure emblématique, donc qui est le promoteur également et coordinateur de ce projet de crédit social, donc depuis sa tour de Babel du Forum économique mondial. Donc c'est un natif du Bélier avec Jupiter en Verseau, dans le même signe zodiacal que Clifford Douglas. Et bien sûr, le Verseau, ben, c'est le signe phare, c'est le signe star de ces 20 prochaines années, puisque Pluton va transiter dans le signe du Verseau. Et Klaus Schwab avait Uranus dans le signe du Taureau, forcément, puisqu'il a plus de 84 ans. On a pu entendu parler de ce fameux crédit social pendant un bon moment, et il a à nouveau germé dans l'espace public en 1956, ou du moins germé dans la tête de William R. Fair et Earl Isaac, deux dirigeants d'une entreprise de logiciels analytiques californien de San José, afin de permettre aux créanciers d'évaluer la solidité financière des GI américains qui rentraient au pays. Je n'ai pas la date exacte au moment où le concept a été remis au goût du jour. En revanche, j'ai pris la date du 1er janvier 1956 et nous retrouvions Jupiter qui était au tout début du signe de la Vierge en conjonction à Pluton à la fin du signe du Lion et surtout Saturne-Neptune en Scorpion avec Neptune à 0 degré du signe du Scorpion et Saturne à la fin du signe du Scorpion. Donc on retrouvait bien ce cycle de Saturne-Neptune ensemble dans le signe du Scorpion. C'est le cycle faux jumeau à celui que nous avons en ce moment dans notre ciel de 2023, donc en Poisson, et qu'on va retrouver également en Bélier après l'année 2025-2026. Et c'est également, bien sûr, celui qui sévissait dans le ciel de 2013, au moment où il a été réimplanté, où il a été exporté, ce concept de crédit social, cette fois-ci en République populaire de Chine communiste, où on retrouvait Saturne dans le signe du Scorpion. Donc là, on retrouve bien le retour de ce cycle de Saturne, et également, nous avions donc Neptune, qui était cette fois-ci au tout début du signe du Poisson. Ensuite, on ne parlait plus aux États-Unis de crédit social, mais on parlait de Credit Score, donc qui a véritablement commencé à être lancé sur le marché aux USA en 1989, alors que Jupiter finissait sa course dans le signe du Taureau, comme on va l'avoir dans notre ciel de 2024, sachant qu'on a déjà Jupiter dans le signe du Taureau, et on va l'avoir à la fin du signe du Taureau, donc au printemps 2024, et donc il s'apprêtait à transiter, donc à l'époque en 1989, donc dans le signe du Gémeaux. Cette année 1989 est charnière puisque vous avez eu la chute du mur de Berlin, notamment le 9 novembre 1989, et nous retrouvions d'ailleurs ce cycle de Saturne-Neptune et Uranus dans le signe du Capricorne. Donc on trouve bien Saturne-Neptune dans le signe du Capricorne. Et c'est à cette époque-là que vous aviez les militants orphelins du communisme, du trotskisme, etc., qui ont commencé à se convertir aux Verts, qui ont commencé à adopter le langage des Verts pour devenir finalement des militants écologistes. Il est très intéressant de noter que le 15 décembre 1989, on avait la création de l'œuvre architecturale de Wall Street, le fameux taureau qui charge.
Ce fameux crédit score est très important aux États-Unis puisqu'il est accolé au numéro de sécurité sociale de tous les Américains. Le crédit score, c'est une note qui est attribuée à chaque personne aux États-Unis ayant un numéro de sécurité sociale et il est censé refléter sa capacité à rembourser ses dettes. Alors la formule, elle est assez opaque. En revanche, vous avez la notation qui varie entre 300 et 850 points. Et donc ils appellent ça le score FICO. Ce score FICO, c'est une note à 3 chiffres qui peut affecter donc tous les États-Uniens dans leur capacité à obtenir un prêt, à louer un appartement ou même à se qualifier pour un emploi. Ce crédit score donne une indication sur leur probabilité à régler leurs factures en temps et en heure. Aux USA et au Canada, il faut savoir que tout le monde est soumis au crédit score pour obtenir le moindre crédit. Le système est bien plus intrusif et complet que le scoring financier à la française, qui est souvent d'ailleurs basé sur une partie déclarative. Donc le crédit score, donc version US, épluche méthodiquement la vie des gens et représente la note du système vis-à-vis de chaque citoyen. Le crédit score impacte la réputation et la crédibilité des bons et des mauvais payeurs. C'est exactement le même système qu'en République populaire de Chine. Alors ce système de crédit score à l'américaine, c'est très vicieux puisque en fait, il vous pousse à vous endetter, à dépenser avec votre carte de crédit américaine, puisque ça fait monter en fait votre score. Mais par contre, si vous ne remboursez pas en temps et en heure, vous avez votre note qui chute. Comme vous pouvez le constater, les Chinois ont peut-être inventé la boussole, l'imprimerie, le papier, la monnaie papier ou encore la poudre à canon, mais le concept de crédit social est avant tout une inspiration du néolibéralisme financier nord-américain. Pour confirmer que ce crédit score, ce crédit social et ce système de notation est bien d'inspiration néolibérale financière nord-américain, vous avez eu, au plus fort de la crise de 2008, la notation qui est apparue sur les pays. Vous avez eu bon nombre de citoyens qui ont découvert avec stupeur le système de notation des pays, avec les fameuses agences de notation dont les plus célèbres et présentes sur le marché sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Ces 3 agences de notation détiennent à elles seules environ 85% du marché. Alors les agences de notation, c'est des entreprises privées dont le rôle principal est de mesurer le risque de non-remboursement des dettes contractées par un émetteur, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'États. Les notes produites diffèrent selon les agences de notation, mais s'échelonnent habituellement de AAA, c'est-à-dire le triple A, la meilleure note traduisant un risque de défaut de paiement faible, à D, caractérisant une situation de défaut de paiement. Pour établir ces notes, les agences de notation utilisent de nombreux critères censés impacter la solvabilité d'un émetteur. Dans le cas d'un État, on retrouve les perspectives de croissance économique, d'évolution des dépenses publiques de l'État, la capacité à lever des impôts, la stabilité politique, etc. Au dernier pointage début octobre 2022, 11 États bénéficiaient de la note la plus élevée, triple A pour l'Australie, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, le Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Suède et Suisse. Et depuis le 28 avril 2023, sous un soleil en taureau, Fitch a décidé de dégrader la note de la France d'un cran qui passe de AA à AA avec un moins. C'est la même note que le Royaume-Uni, la Belgique ou encore l'Estonie. Cette note signifie que la France reste classée parmi les émetteurs dotés d'une qualité de crédit social très élevée pour reprendre le verbatim de l'agence de notation Fitch. Ça veut dire que la haute finance internationale prédatrice et carnassière c'est que dans la bête France, il y a encore de quoi la dépouiller. Si vous épluchez les différents papiers concernant les agences de notation, donc vous verrez qu'ils parlent de soutenabilité de la dette. Donc c'est très intéressant de voir cette translation de la soutenabilité pour caractériser les modèles de développement, notamment le modèle de développement durable. Donc on nous parle d'anciens modèles qui ne seraient plus soutenables écologiquement, et aujourd'hui on nous parle de nouveaux modèles dans la transition écologique qui seraient plus soutenables écologiquement. Dans le passé, nous n'avions pas parlé de crédit social, mais en revanche, nous avions bien mis le doigt sur le fait qu'il y avait ce transfert de la dette des États envers les banques vers la dette des citoyens envers la planète, puisqu'on nous parle régulièrement donc de la planète donc, qui vivrait à crédit. Quand on vous dit que la planète vit à crédit, en fait, il faut comprendre que ce sont les citoyens qui vivent à crédit désormais vis-à-vis donc de toutes les entités qui se sont accaparées le reste de notre planète. Donc ça a été un jeu de Monopoly pendant de nombreuses années avec ce système d'argent-dette, et aujourd'hui on arrive à la fin du jeu de Monopoly. Et donc comme dans le jeu de Monopoly, une fois que vous avez commencé à mettre les hôtels et les maisons, à chaque fois que vous avez donc quelqu'un qui passe sur la case où il y a votre hôtel, où il y a votre maison, il doit vous verser un loyer. C'est exactement ce qui va se passer pour nous.
C'est-à-dire qu'on rentre dans cette espèce d'économie circulaire où plus personne n'est propriétaire, hein, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, mais en fait, hein, vous allez régulièrement louer une voiture, vous allez louer également un appartement pour vous loger, etc. Donc vous serez sans arrêt en transit. Et donc là, on retrouve bien également le Gémeaux, le signe qui est tout le temps, qui a tout le temps la bougeotte, qui n'aime pas rester en place, avec Uranus, donc qui va valoriser le signe du Gémeaux durant les 7 prochaines années à partir de 2026, puisqu'on aura ce premier transit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le 7 juillet 2025, mais véritablement, Uranus va cesser son transit dans le signe du Taureau pour transiter le signe du Gémeaux. Alors il sera en harmonie, c'est vrai, avec Pluton et Saturne dans le signe du Bélier, donc ça veut dire qu'on aura passé ce cap, et donc on sera dans un nouveau système. Alors avant qu'on parle des dates de mise en place, voici le reste de la liste non exhaustive des autres pièces du puzzle et autres jalons déjà lancés, donc en pièces détachées, dispersées dans le temps de Chronos, pendant toute cette période plutonienne du Capricorne, signe de la dissection, de l'expérimentation, mais aussi de la construction et de la planification, donc avec une stratégie bien huilée qui consiste à planter des jalons, donc à feu doux, bien espacés dans le temps pour conditionner les esprits et éviter que la grenouille saute de la poêle et comprenne qu'on est en train de la faire frire. Alors dans le secteur du BTP et de l'immobilier, vous retrouviez en 2006, juste avant le début du transit de Pluton en Capricorne, c'est-à-dire il y a maintenant 17 ans, donc avait été créé le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Ce dispositif renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment. Donc là, vous avez les étiquettes A, B, C, D jusqu'à G pour les plus énergivores, donc qui permettaient d'évaluer la consommation d'énergie et donc son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps, vous avez ce dispositif qui a été enrichi et renforcé une première fois via une importante réforme en 2013. C'était l'année d'ailleurs où le crédit social donc, se mettait en place à titre expérimental dans la province de Hubei en République populaire de Chine communiste, puis une seconde fois par une réforme du 1er juillet 2021, date à laquelle le DPE a perdu son caractère simplement informatif pour devenir pleinement opposable. En 2023, vous avez l'audit énergétique réglementaire qui est institué dans le cadre de la loi climat et résilience d'août 2021. La réalisation d'un audit énergétique réglementaire devient progressivement obligatoire lors de la vente de maisons individuelles et de bâtiments collectifs d'habitation en monopropriété. Donc là, ça concerne les passoires énergétiques. Donc là, encore une fois, on retrouve bien les biens classés A, B, C, D, E, F, mais là, ça concerne plus les appartements et les maisons F, G, E et D. Alors F et G, c'est avril 2023, E, c'est janvier 2025 et D, c'est janvier 2034. Dans l'intervalle, vous avez eu d'ailleurs fin novembre 2019 la loi Laglaise adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. On avait commenté d'ailleurs ce projet de loi, mais qui a été depuis adopté, qui venait valider notre thèse durant la période Gilets jaunes sur la fin de la propriété privée. Sont maintenant aux entreprises, aux administrations et collectivités. Depuis 2012, en synchronicité avec les débuts du transit de Neptune en Poisson, vous avez le système ESG Score qui s'applique. C'est un système de points-valeurs environnementaux et sociaux qui s'applique aux entreprises privées et aux différentes organisations publiques, collectivités territoriales et administrations inclus. Dans le secteur de l'alimentation, nous avons bien le Nutri-Score dont on a parlé dans notre capsule de novembre 2020. Concernant donc l'alimentation, ça a été créé le 26 janvier 2016 dans le cadre de la loi santé avec Jupiter en Vierge, signe de la diététique et du service à la santé pour évaluer la valeur nutritionnelle des aliments que vous achetez en supermarché. On vous annonçait déjà dès le 10 mars 2021 sur le site Ouest France. Alors j'ai pris Ouest France, mais ça peut être un autre support. Donc vous avez l'intitulé ici. C'est quoi ce score carbone qui pourrait bientôt apparaître sur les emballages? On vous indiquait sur ce papier à l'époque, à l'horizon 2024, il y aurait des informations pour le consommateur sur l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. Le score carbone était l'une des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenue par Emmanuel Macron, rendre obligatoire l'affichage des émissions de gaz à effet de serre dans les commerces et lieux de consommation, ainsi que dans les publicités pour les marques. Dans une capsule de 2020, nous avions bien établi le thème événementiel de ce fameux Nutri-Score pour l'alimentation, donc daté du 26 janvier 2016. Donc 26 janvier, c'est l'anniversaire des Verseaux, et qu'au moment où Pluton viendrait donc transiter le Verseau, on aurait la régénération donc de ce projet, et vous voyez qu'aujourd'hui il fusionne, puisque au départ il était question uniquement de l'alimentation, et aujourd'hui vous avez cette fusion progressive avec le Carbone Score. Donc ça a été d'ailleurs récemment réaffirmé par Emmanuel Macron le 11 mai dernier.
Passons maintenant aux véhicules. Depuis le 17 décembre 2018 et annoncé dans un communiqué presse le 16 janvier 2019, vous avez l'Union européenne qui a pris des mesures pour réduire les émissions de CO2 des voitures et des camionnettes. Donc là, vous avez différentes règles qui s'imposent avec des normes d'émissions de CO2 beaucoup plus strictes pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs. Les États membres ont entériné cette mesure et vous avez de nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir de 2030 avec des émissions de CO2 des voitures neuves qui seront en moyenne inférieures de 37,5% au niveau de 2021. Donc sur la période de 2025-2029, vous avez les émissions de CO2 des voitures comme des camionnettes qui devront diminuer à 15%. À partir de 2030, les émissions de CO2 et les camionnettes neuves devront être inférieures à 31% en moyenne à celles de 2021. Et ici une capture écran de cartes carbone qui ont déjà été testées dans d'autres pays. Concernant cette fois-ci l'électricité, vous avez eu l'application EcoWatt qui a été créée le 1er décembre 2022 pour une consommation responsable de l'électricité introduite à la faveur de la crise énergético-climatique justifiée dans le narratif officiel par la recrudescence de la guerre en Ukraine et par le réchauffement climatique anthropique. Le 24 novembre 2022, donc, vous avez l'éco-score pour le textile donc, qui devient officiel avec l'annonce de Macron. Je vous mets à la fin de la vidéo un petit reportage donc, sur l'éco-score spécial textile. Calqué sur l'éco-watt pour l'électricité et l'éco-gaz, vous avez Macron qui vous a présenté le 30 mars 2023 dans le cadre du plan eau une application EcoWatt de l'eau pour connaître les restrictions des usages de l'eau adoptées dans son territoire et les gestes à adopter pour réduire sa consommation en eau. En bref, les outils et le cadre législatif sont en place pour qu'au prochain choc, à la prochaine crise sanitaire, à la prochaine épidémie, la prochaine crise climatique, sécheresse, canicule, pollution de l'air, au prochain déchaînement des éléments, cataclysme environnemental, séisme, marée noire, tempête solaire, catastrophe industrielle dans le secteur pétrolier, dans le secteur de la chimie ou du nucléaire, ils deviennent indispensables pour rationner, limiter les déplacements, l'accès à des lieux publics, à l'énergie électrique, le carburant, l'essence, le gaz, l'eau, les denrées alimentaires. Chaque crise seront autant de fenêtres d'opportunité pour que l'ensemble de ces dispositifs, ces pièces du puzzle que l'on vient d'énumérer, qui volent pour le moment en ordre dispersé, convergent, se rassemblent et s'agrègent dans un même creuset d'applications unique. L'ensemble s'intégrera avec votre passe carbone et sanitaire, donc éco-climatique et vaccinal au départ via des applications smartphone, puis progressivement comme en Suède via le puçage. La touche finale sera l'intégration du système de points et de notation qui sont déjà fin prêts avec les fameuses lettres A, B, C, D, E. Vous avez même des lettres qui vont jusqu'à G pour le secteur de l'immobilier. Donc dans chaque secteur d'activité, vous aurez un crédit social donc qui est fin prêt à être complètement opérationnel. Le premier pays, la première ville européenne qui a lancé à titre expérimental une forme embryonnaire de crédit social pour récompenser les comportements vertueux des citoyens, c'est la ville de Bologne en Italie dans le courant de l'année 2022. Il y a le fameux Smart Wallet qui a été mis en place. Vous avez le conseiller en charge de l'agenda numérique de Bologne, Massimo Bugani, qui a expliqué que l'idée s'apparentait au mécanisme d'une collecte de points de supermarché et que ça se ferait tout d'abord sur la base du volontariat. Le maire de Bologne a ajouté que les citoyens seront reconnus socialement s'ils trient les déchets, s'ils gèrent bien l'énergie et utilisent les transports en commun plutôt que la voiture. Petit crochet du côté de l'astrologie, donc vous avez le thème de l'Italie dont on a souvent parlé, qui est un thème Verseau avec un ascendant Gémeaux, avec Uranus valorisé en angulaire à l'ascendant. Le Verseau, c'est le signe des projets avant-gardistes, c'est le signe des projets futuristes, donc il va recevoir Pluton durant les 20 prochaines années, et vous avez le Gémeaux, donc il va recevoir également Uranus en Gémeaux à partir donc, du 7 juillet 2025 et surtout à partir de 2026. Donc là, on retrouve encore une fois le Gémeaux comme dans le thème fondateur de la Suède, avec en prime une lune également dans le signe du Gémeaux. Pour que le système de crédit social soit complètement opérationnel, il faudra le fusionner avec le système monétaire, donc qui est en pleine mutation. Donc il devient un système monétaire digitalisé de banque centrale, donc il va reposer sur la technologie de la blockchain, donc qui est en préparation avec l'euro numérique, l'yuan numérique et le rouble numérique. Et beaucoup plus tard, on aura cette fameuse monnaie universelle, cette monnaie mondiale dont on a parlé dans notre précédente vidéo, puisque tout est amené à un moment donné à fusionner. Vous avez déjà les géants du numérique comme Apple, Amazon qui ont déjà leur propre carte de crédit et sont en train progressivement non seulement de se substituer aux banques traditionnelles en proposant les mêmes services,
mais en plus, certains groupes comme Amazon commencent déjà à remplacer les commerces de proximité traditionnels. Vous avez à l'image un exemple avec Amazon Fresh. Côté moyen de paiement, il existe déjà encore une fois en Suède une carte de crédit pour réguler votre empreinte carbone, donc elle est déjà opérationnelle, et en cas de dépassement du quota autorisé, vous avez un message qui indique transaction refusée, vous avez atteint votre limite d'émission de CO2. Ce message paraît tout droit sorti d'un roman ou film de science-fiction, alors qu'en réalité, il est déjà opérationnel, il est déjà une réalité pour les clients de la start-up suédoise Doconomy. Internet pourrait également complètement se restructurer et se transformer à la faveur de Pluton en Verseau, signe des nouvelles technologies pour mettre fin à l'anonymat sur la toile. Il y a un article qui a été rédigé le 10 mai 2015 sur le blog lorsque j'avais vu passer à cette époque un papier indiquant qu'en 2023, Internet pourrait mourir. Alors Pluton est bien effectivement la planète de la mort, mais c'est aussi la planète de la régénération, et en fait le web ne va pas mourir, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs, mais se transformer en profondeur. En se positionnant en Verseau en dissonance dans la roue zodiacale au signe secret du Scorpion, Pluton, planète de l'anonymat et du mystère, va lever le voile de l'anonymat. Là encore une fois, le web va reposer sur le système de la blockchain, donc qui sera interconnecté au système de banque centrale piloté par l'intelligence artificielle, donc qui a déjà collecté avec les algorithmes toutes vos données personnelles depuis la démocratisation du web à la fin des années 90. Concernant votre identité et empreinte numérique, elle existe déjà, puisqu'on en a déjà parlé au cours de cette vidéo dont vous avez la capture écran. C'est l'adresse IP donc, qui est rattachée à différents algorithmes, et donc tout ça va fusionner avec votre carte d'identité physique, carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport donc, que vous utilisez donc physique, carte de sécurité sociale, carte de prestation sociale, carte de crédit, et bien sûr le revenu universel une fois qu'il sera opérationnel. Concernant la notation et le système d'appréciation d'un contenu, donc ça existe déjà depuis un petit moment maintenant sur la toile. Donc vous avez depuis le 30 octobre 2007 FriendFeed qui avait intégré à son site le système de like et de dislike. C'est ensuite Facebook à partir d'août 2010 qui a commencé à populariser donc ce système-là, donc qui a été introduit donc sur le support, sur le réseau social Facebook. Et donc là, vous avez les visiteurs de vos contenus qui vous notent, qui vous accordent ou pas leur confiance selon leur appréciation, donc ce qui contribue à crédibiliser votre image aux yeux de la communauté. On trouve ce système d'étoiles sur TripAdvisor, par exemple, pour le système de notation des hôtels et des restaurants. La grande différence, c'est que sur le web, ce sont les algorithmes du big data qui valorisent ou pas vos contenus selon la programmation qui est faite par l'idéologie dominante. Au-delà de la censure sèche et suppression de votre contenu, vous avez ce qu'on appelle le shadow banning qui rend invisible votre contenu lorsque celui-ci n'est pas conforme à la nouvelle norme sociale intégrée. Ça veut dire que dans la version futuriste du web, il sera sans doute bien difficile d'émettre une opinion différente à la norme, sinon vous ne perdez pas seulement de l'audience, mais aussi des points-valeurs du crédit social et donc des revenus qui vous permettent de conserver l'intégralité de vos droits, de vos libertés, avoir une vie sociale, vous déplacer, voyager, acheter de quoi manger et satisfaire aux dépenses courantes. Notons au passage que ceux qui ont une chaîne qui est déjà monétisée, s'ils publient un contenu qui n'est pas conforme, donc vous verrez qu'il y a un ralentissement et donc forcément ça fait baisser donc les gains qu'ils auraient pu escompter. Le système sera d'autant plus transparent qu'il pourrait aussi intégrer le fameux name and shame et encourager la délation. Donc imaginez qu'on vous encourage, qu'on vous donne des points supplémentaires si vous dénoncez un contenu jugé subversif ou dissident. Vous avez bien compris donc que ce système de liberté conditionnelle, donc là on retrouve bien le Verseau, donc signe de la liberté, mais conditionné à une nouvelle norme, donc vous allez voir les gens qui vont progressivement se conformer à une certaine norme sociale, sinon ils perdront des avantages, des points, et donc forcément une qualité de vie. Il n'est pas non plus impossible que l'accès au web soit à un moment donné limité en fonction du niveau de votre crédit social, puisque les serveurs d'Internet sont générateurs de CO2. Ne serait-ce qu'avoir sa boîte mail complètement pleine, c'est générateur de CO2, et donc peut-être qu'on pourrait être sanctionné si jamais on ne fait pas le ménage dans sa boîte email. Également transposer ce qui se passe sur la toile dans la vie réelle, dans la vie sociale réelle, donc là on retrouve bien le terme de social, donc qui s'apparente également au Verseau, avec le système de surveillance et de reconnaissance faciale. Donc là vous avez les caméras installées dans les villes ou via les drones, donc qui pourront détecter les incivilités et les écocides.
fumer qui est nocif pour la santé et jeter un mégot par terre qui pollue les rivières et les nappes phréatiques vous coûtera forcément des points. Notons que le 5 avril 2019, vous avez eu l'entrée en vigueur de la Déclaration des droits de l'arbre, reconnue comme un être vivant dont les communicants comparent cette révolution à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. En 1789, nous avions Pluton en Verseau, et donc nous allons avoir Pluton en Verseau donc dans les 20 prochaines années. Il y a donc de fortes chances que le système limite l'accès à la nature, la plage, les forêts, les montagnes aux personnes qui ont une note de crédit social dégradée. Nous avons déjà eu un galop d'essai durant la période Covid, sous l'égide de Saturne cette fois-ci en Verseau, avec les confinements et les couvre-feux et l'interdiction de fréquenter certains endroits pourtant en pleine nature. Et là, vous aviez vu des images surréalistes avec la surveillance des drones, donc de personnes qui allaient à la montagne ou qui allaient à la mer. Que même le fait d'allumer et d'utiliser votre ordinateur personnel soit tributaire de votre niveau de crédit social, puisque le système de navigation web, donc c'est géré par Microsoft, donc c'est une société de Bill Gates, avec des mises à jour régulières, faudra-t-il, à la place donc, du code PIN, entrer le QR code. Vous remarquerez que sur vos pages web, on voit déjà apparaître d'ailleurs le logo du QR code. Imaginez si vous avez ce type de message qui s'affiche, passeport vaccinal expiré, votre téléphone ne peut plus émettre ou recevoir des appels, ni accéder à vos services internet, bancaires ou titres de transport jusqu'à une mise à jour. Voulez-vous programmer une visite au centre de vaccination le plus proche? Est-ce que les personnes qui n'ont pas assez de crédit social seront ostracisées et placées dans des camps car ils seraient des dangers pour la société puisqu'ils sont non injectés? C'est une hypothèse à ne pas exclure. Dernier parallèle historique pour finir concernant le pass carbone et le pass vaccinal. Donc on a vu que pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'égide d'Uranus en Taureau, ont été introduits les Ausweis décernés par les autorités allemandes. Donc je n'ai pas précisé qu'en 1943, à l'approche d'Uranus en Gémeaux, le gouvernement de Vichy a rendu obligatoire et a étendu donc ces Ausweis à toute la France, zone libre comprise. Nous avons également vu dans notre développement que le carnet de vaccination a été mis en place par le décret, ou du moins l'arrêté ministériel du 1er juin 1939, en plein début de Deuxième Guerre mondiale, sous un soleil Mercure en Gémeaux, Uranus en Taureau, et surtout Saturne en Bélier. Si on emprunte de nouveau notre machine à voyager dans le temps, et donc on se propulse sous la Révolution française, donc au nom de l'unité intérieure, l'Assemblée nationale avait supprimé les passeports intérieurs, puis la législative l'avait rétabli suite à la fuite du roi Louis XVI à Varennes en juin 1791. Et dans un décret donc, du 1er février 1792, donc sous un soleil Pluton dans le signe Verseau et Saturne en Bélier, a restauré le passeport intérieur. Donc là, on peut faire coïncider les différents liens historiques et les différentes synchronicités astrales qui se sont produites durant ces événements. Si on récapitule, donc on a bien pendant la Révolution française, donc les passeports intérieurs qui ont été instaurés sous l'égide de Pluton dans le signe du Verseau avec Saturne en Bélier. On avait les carnets de santé donc, qui ont été inventés avec ce fameux décret donc, de 1939, donc sous l'égide d'Uranus dans le signe du Taureau, mais avec Saturne également en Bélier. Et on avait également les fameux Ausweis donc, qui ont été généralisés sous l'égide d'Uranus dans le signe du Gémeaux. Or, nous allons bien avoir Uranus en Gémeaux à partir de 2025 et Saturne également dans le signe du Bélier. Vous avez les dates qui s'affichent sur votre écran.